Mon fils s'est soudain approché de moi avec un couteau de cuisine. Je préparais le dîner. « Pourquoi fais-tu ça ?» Mon fils a crié, « Fais juste ce que je dis. » 1 heure plus tard, mon mari est rentré du travail. Au moment où il a vu la situation dans la cuisine, son visage est devenu pâle. Passé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Kate Sullivan. Je suis traductrice indépendante et je travaille à domicile. Mon mari, Mark, est chef de projet dans une entreprise informatique et nous avons un fils de 12 ans, Ethan. Il va au collège du quartier et c'est un excellent élève. Ma fierté, ma joie. Je pense que n'importe qui nous considérerait comme une famille typique de la classe moyenne. Avec le revenu stable de Mark et le mien, nous n'avons jamais eu à nous soucier de l'argent. Nous passons les week-ends en famille, allant parfois au cinéma ou au restaurant. Nous nous entendons bien avec les voisins, et je prends régulièrement le café avec les autres mères pour discuter. En apparence, nous étions une famille parfaitement heureuse, sans le moindre problème. Travailler à la maison était idéal pour moi en tant que mère. Je pouvais toujours être là quand Ethan rentrait de l'école. Je l'accueillais avec un « bon retour à la maison ». Je lui préparais un encas et je lui demandais comment s'étaient passés ses devoirs. Cette routine quotidienne représentait tout pour moi. Ma relation avec mon fils était bonne. Il avait l'habitude de me raconter tout ce qui se passait à l'école. Du moins, c'était le cas jusqu'à il y a quelques mois. Mark était un homme très occupé. Plusieurs fois par semaine, il travaillait tard et 1 ou 2 fois par mois, il partait en voyage d'affaires. Mais je le considérais comme un bon mari et un bon père qui accordait de l'importance au temps passé en famille. Il nous consacrait toujours du temps le week-end et participait activement aux événements scolaires d'Ethan. Nous étions dans notre 13e année de mariage et avions construit une relation stable, sans dispute majeure. Cependant, au cours des derniers mois, j'avais perçu des changements subtils chez Ethan. Il était devenu plus silencieux qu'avant et passait plus de temps enfermé dans sa chambre. Quand il rentrait de l'école, il montait immédiatement dans sa chambre. Lorsque j'essayais de lui parler, je n'obtenais que des réponses brèves. Il avait cessé de me parler de ses amis ou de ce qui se passait à l'école. Au début, je me suis inquiété et j'en ai parlé à Mark. Il a ri et a dit, « Les garçons prennent leur distance avec leurs parents à la puberté. » Kate, tu t'inquiètes trop. Ces paroles m'ont quelque peu soulagé. Peut-être avait-il raison. Ethan avait 12 ans maintenant. Il était à un âge où il commençait à avoir son propre monde. C'est ce que je me suis dit. Les notes d'Ethan restaient bonnes. Il n'y avait aucun rapport de problème particulier de l'école. Il faisait toujours du sport et semblait avoir des amis. En apparence, rien ne semblait avoir changé. J'ai donc essayé de me convaincre que cela faisait simplement partie de sa croissance. Mais au fond de moi, quelque chose me tracassait. L'intuition d'une mère, si vous voulez. Un lundi, Mark m'a annoncé qu'il partait pour un voyage d'affaires de 3 jours à Seattle. Il avait une présentation importante pour un gros projet. Il a dit que c'était avec un client important, donc l'échec n'était pas une option. C'est ce que Mark m'avait dit. Je lui ai répondu comme toujours, fais attention. La veille de son départ, Mark a passé plus de temps que d'habitude dans la chambre d'Ethan. Je travaillais sur une traduction dans le salon quand je les ai entendus parler à l'étage. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais la voix de Mark semblait sérieuse, et j'entendais occasionnellement les courtes réponses d'Ethan. Après environ 30 minutes, Mark est descendu. Quand je lui ai demandé de quoi ils avaient parlé, Mark a souri doucement et a répondu, « Une discussion d'hommes. » Un moment important entre père et fils. Le lendemain matin, Mark est parti pour un vol matinal à 5 heures. Dans l'obscurité de l'aube, nous nous sommes dit un bref au revoir sur le seuil. Encore à moitié endormi, j'ai dit, « Fais bon voyage. Bonne chance pour ta présentation. » Mark m'a déposé un léger baiser sur le front et est monté dans la voiture. Alors que je regardais ses feux arrière disparaître dans l'obscurité, je suis retourné me coucher pour dormir encore un peu. Le matin où Mark est parti en voyage, je me suis levé à 7 heures comme d'habitude et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. J'ai fait des toasts, des œufs brouillés et j'ai versé du jus d'orange dans des verres. Quand je suis allé réveiller Ethan à 7h30, il était déjà debout. Je lui ai dit bonjour, mais Ethan a simplement hoché légèrement la tête sans rien dire en retour. Le petit déjeuner fut silencieux. Autrefois, Ethan m'aurait parlé de ses projets pour l'école ou de ses amis, mais maintenant, il mangeait son toast en silence. J'ai essayé de trouver un sujet de conversation, mais je ne trouvais pas les mots justes. Ethan a mis son sac à dos et s'est dirigé vers la porte. Quand j'ai dit « Passe une bonne journée »,
Ethan a juste fait un léger signe de la main sans se retourner. Le bruit de la porte qui se fermait m'a semblé inhabituellement fort. Après le départ d'Ethan, je me suis dirigé vers mon bureau à domicile. J'avais une pile de documents techniques français à traduire en japonais. La date limite était ce week-end. J'ai préparé un café, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à travailler avec concentration. J'adore mon travail de traductrice. Je trouvais un sens à être un pont entre les langues. Juste après midi, j'ai reçu un message de Marc, bien arrivé à Seattle. Je viens de m'installer à l'hôtel. La réunion commence cet après-midi. C'était simple. J'ai répondu, parfait. Fais de ton mieux. Le message est passé en lu immédiatement, mais il n'y a pas eu de réponse. Il doit être occupé, me suis-je dit. Un peu après 15 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan était rentré de l'école. Je suis sorti de mon bureau et j'ai crié « Bon retour à la maison ». Ethan a répondu doucement « Je suis rentré », et dès qu'il a enlevé ses chaussures, il est monté à l'étage. Je l'ai regardé s'éloigner, souhaitant que nous ayons pu parler un peu plus. Mais je ne l'ai pas forcé à rester. Les adolescents ont besoin de leur temps seul, je suppose. À 18 heures, j'ai décidé de commencer à préparer le dîner. J'ai choisi de faire le plat préféré d'Ethan, du poulet rôti et de la purée de pommes de terre. J'ai préchauffé le four, assaisonné le poulet et commencé à faire bouillir les pommes de terre. Être dans la cuisine m'apaisait un peu. En cuisinant, je n'avais pas à penser à autre chose. Ethan, le dîner est prêt, ai-je appelé vers les escaliers. Un instant plus tard, Ethan est descendu. Nous nous sommes assis ensemble à la table. Sans Marc, la table semblait étrangement grande. « Comment s'est passée ta journée à l'école » ai-je demandé. Ethan a répondu brièvement « Bien ». La conversation n'allait nulle part. Je me sentais un peu seul, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. À la fin du dîner, Ethan a dit « Merci pour le repas » et est immédiatement retourné dans sa chambre. J'ai débarrassé la table seul et j'ai fait la vaisselle. En regardant par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir la famille voisine rire joyeusement ensemble. Je me suis souvenu que notre famille était comme ça avant. Quand étions-nous devenus si silencieux ? Cette nuit-là, même après m'être couché, je n'ai pas réussi à m'endormir facilement. Le lit était trop grand sans Marc, c'était déstabilisant. En fixant le plafond, j'ai pensé à Ethan. Était-ce vraiment juste un changement lié à l'adolescence ? Ou y avait-il un autre problème ? Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Le matin du deuxième jour du voyage, Ethan est descendu pendant que je préparais le petit déjeuner. J'ai regardé l'horloge. Il n'était que 7 heures, 30 minutes plus tôt que d'habitude. « Bonjour. Tu es en avance » ai-je dit. Ethan n'a pas répondu. Il me fixait simplement. Il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il voulait dire quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne te sens pas bien » ai-je demandé avec inquiétude. Ethan secoua lentement la tête. « Non, ça va. » Mais son expression ne semblait pas aller. Il n'avait pas l'air malade, mais il semblait tendu. Il y avait de légères cernes sous ses yeux. Quand j'ai demandé « Est-ce que tu dors bien ?» Ethan a hoché la tête vaguement. Pendant le petit déjeuner aussi, Ethan continuait de me regarder de temps en temps. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais finalement, il n'a rien dit. J'ai pensé à lui poser la question, mais j'ai hésité, craignant que s'il se sentait trop pressé, il se referme sur lui-même. Quand l'heure de partir à l'école est arrivée, Ethan a dit « J'y vais » et il est parti. En le regardant s'éloigner, j'ai senti quelque chose me tracasser, mais je ne comprenais toujours pas quoi. Cet après-midi-là aussi, Ethan est monté directement dans sa chambre en rentrant de l'école. Le dîner fut silencieux, nous ne nous parlions que le strict minimum. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai pensé à appeler Marc. Mais en calculant le décalage horaire, il serait encore en réunion. Finalement, je n'ai pas appelé. Troisième jour du voyage, le jour où Marc devait rentrer. Ce matin-là, j'ai reçu un message de Marc, la présentation a été un succès. Je devrais être à la maison vers 18 heures. J'ai répondu, c'est génial. Conduis prudemment. Je pensais qu'une fois mon mari rentré, cette étrange tension s'apaiserait. Un peu après 16 heures, Ethan est rentré de l'école. Contrairement à d'habitude, Ethan n'est pas monté dans sa chambre, mais s'est assis sur le canapé du salon. Quand je suis sorti de mon bureau, Ethan me regardait. « Tes devoirs » ai-je demandé, et Ethan a répondu « Je les ferai plus tard ». Normalement, il finissait ses devoirs en premier. C'était inhabituel. À 17 heures, j'ai commencé à préparer le dîner dans la cuisine. J'allais faire griller le steak préféré de Marc,
préparer une salade et faire bouillir des pommes de terre. Pour la première fois en 3 jours, toute la famille serait réunie autour de la table. Penser à cela m'a un peu égayé. En coupant les légumes dans la cuisine, j'ai senti le regard d'Ethan depuis le salon. Quand je me suis retourné, Ethan était assis sur le canapé et me regardait. « Ethan, tu veux m'aider ?» ai-je appelé, mais Ethan a secoué la tête. Son expression donnait l'impression qu'il essayait de prendre une sorte de décision. À 17h30, je coupais des carottes sur la planche à découper. Le four dégageait la bonne odeur du steak en train de cuire. Marc serait bientôt à la maison. C'est ce que je pensais en maniant mon couteau. À ce moment-là, j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai pensé qu'Ethan devait s'être levé, mais quelque chose clochait. Les pas se rapprochaient. Je me suis retourné. Ethan était là. Dans sa main, il serrait un couteau de cuisine. La lame reflétait la lumière du néon d'un éclat mat. Mon cœur s'est mis à battre violemment. « Ethan » ai-je dit. J'entendais ma voix trembler. Mon fils se tenait à environ 3 mètres de moi. Son visage était pâle, ses yeux semblaient effrayés par quelque chose, mais la main qui serrait le couteau était ferme. « Pourquoi fais-tu ça ?» J'essayais désespérément de rester calme. « Ne panique pas. Ne provoque pas ton fils. » C'est ce que je me disais, mais mes genoux tremblaient. Ethan s'est approché lentement de moi, un pas à la fois. Ses yeux étaient vides, comme absents. Ses mouvements étaient comme s'il n'agissait pas de sa propre volonté, mais était contrôlé par quelque chose. « Fais juste ce que je te dis », a crié Ethan d'une voix tremblante. Cette voix contenait un mélange de peur et de désespoir. J'ai lentement levé les 2 mains pour montrer que je ne lui voulais aucun mal. « Ethan, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parla maman. J'ai parlé doucement. Mon instinct maternel essayait de calmer mon fils. Ethan s'est mis à pleurer tout en tenant le couteau. En voyant ses larmes, j'en ai eu la certitude. Mon fils ne voulait pas me faire de mal. Il y avait une autre raison. « Maman, ne bouge pas, s'il te plaît », a dit Ethan d'un ton suppliant. Sa voix semblait demander de l'aide. « C'est bon. Je ne bougerai pas. Pose le couteau et parlons », ai-je dit d'une voix calme. Mais Ethan n'a pas posé le couteau. Au lieu de cela, il a murmuré quelque chose de très bas. Je ne l'ai pas entendu. « Que as-tu dit ?» ai-je redemandé. Ethan a levé les yeux. Il regardait vers le plafond de la cuisine. « Encore une fois ?» a-t-il chuchoté doucement. « Maman, papa nous regarde. Il y a une caméra. » À ces mots, un frisson glacial a parcouru tout mon corps. Une caméra. Marc nous regarde. Qu'est-ce que cela signifiait? Je n'arrivais pas à comprendre. Mais les yeux d'Ethan essayaient désespérément de me dire quelque chose. Ethan a continué, derrière le frigo. L'angle mort. Va là-bas. Sa voix était faible, comme s'il chuchotait pour ne pas être entendu. J'ai fixé les yeux de mon fils. Dans ses yeux, il y avait de la peur, mais ce n'était pas la peur de moi. C'était la peur de quelque chose d'autre. Et j'ai compris. Mon fils essayait de me protéger. Je comprends, Ethan. Maman va bouger lentement. J'ai décidé de faire confiance à mon fils. Le fils que j'avais élevé pendant ces 12 années. J'ai commencé à me déplacer lentement sur le côté, les mains toujours en l'air, vers le réfrigérateur. Ethan, le couteau toujours à la main, a également dit d'une voix forte et exagérée, « Ne bouge pas, maman. Ne bouge pas de là. » Dans ce ton théâtral, j'ai senti l'intelligence de mon fils. Il jouait la comédie de la menace pour quelqu'un qui regardait. Je me suis approché du réfrigérateur, puis je me suis glissé derrière, dans l'espace entre le mur et l'appareil. Un endroit dans l'angle mort de la caméra. À ce moment-là, l'expression d'Ethan a changé. Comme si toute la tension s'était soudainement relâchée. Il a laissé tomber le couteau par terre. Le bruit du métal heurtant le sol a résonné dans la cuisine. Et puis Ethan s'est jeté dans mes bras. « Maman, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. » Il s'excusait encore et encore en pleurant. Son petit corps tremblait violemment. J'ai serré mon fils fort contre moi. « C'est bon. C'est bon. Tu n'as rien fait de mal. » Ethan a commencé à parler à voix basse, s'agrippant à mes vêtements. C'est papa qui m'a ordonné de le faire. Il m'a dit de te poignarder. Il a dit que sinon, tu me mettrais dans un asile. Papa m'a aussi montré de faux documents, un formulaire de consentement pour une hospitalisation psychiatrique. Il y avait ta signature, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas te faire de mal. J'ai tout compris. Mon mari avait essayé d'utiliser notre fils pour me tuer. Il avait passé des mois à lui laver le cerveau et à le menacer, et il nous surveillait avec des caméras.
J'ai eu l'impression que tout le sang dans mes veines se glaçait. C'est bon, Tien. Tu as été courageux. Maman est fière de toi. D'une main tremblante, j'ai sorti mon smartphone de ma poche. Tout en tenant mon fils d'un bras, j'ai composé le 911 de l'autre main. 911, quelle est votre urgence ? A dit la voix de l'opératrice. J'ai répondu aussi calmement mais clairement que possible. J'ai besoin de la police. C'est une urgence. Mon mari essaie d'utiliser mon fils pour m'assassiner. Mon fils est avec moi maintenant et il est en sécurité. Mais mon mari nous surveille à distance avec des caméras cachées. Il doit être en train de regarder en ce moment même. L'opératrice a dit d'une voix calme, « Je comprends. Nous envoyons une voiture de patrouille immédiatement. Veuillez rester dans un endroit sûr. Pouvez-vous me donner votre adresse ?» J'ai donné l'adresse et expliqué que j'étais derrière le réfrigérateur avec mon fils. Une voiture de patrouille arrivera dans 5 minutes. Veuillez ne pas raccrocher d'ici là. La voix de l'opératrice était mon seul soutien. Ethan et moi sommes restés cachés derrière le réfrigérateur, immobiles. Ethan enfouissait son visage dans ma poitrine et continuait de pleurer. « Maman, pendant 3 mois entiers, chaque nuit, papa n'arrêtait pas de me dire que tu ne m'aimais pas, que tu essayais de me mettre dans un asile, que si je ne t'arrêtais pas, ma vie serait finie. Je ne l'ai pas cru au début, mais les documents que papa m'a montrés portaient ta signature. Et alors ? La voix d'Ethan s'est brisée. C'était des faux. Maman ne te mettrait jamais dans un asile. Tu es mon fils précieux. La personne que j'aime le plus au monde, ai-je dit en caressant la tête de mon fils. J'ai entendu des sirènes au loin. Elles se rapprochaient. Ce son était le plus rassurant que j'ai jamais entendu. Ethan, la police sera bientôt là. Tout va bien se passer maintenant. La sirène s'est arrêtée. La sonnette a retenti. Police, veuillez ouvrir la porte. J'ai pris la main d'Ethan et je suis sorti lentement de derrière le réfrigérateur. Je suis allé à la porte d'entrée et j'ai ouvert. 2 policiers se tenaient là. Nous avons reçu un appel. Êtes-vous Kate Sullivan ? Est-ce que tout va bien ? A demandé un officier gentiment. J'ai expliqué, mon fils et moi sommes en sécurité. Mais mon mari nous surveille avec des caméras cachées. Les officiers sont immédiatement entrés dans la maison et ont commencé à contacter des équipes spécialisées. Un autre officier s'est agenouillé et a parlé doucement à Ethan. Tu as été vraiment courageux. Tu es en sécurité maintenant. 10 minutes plus tard, une équipe spécialisée est arrivée et a commencé à chercher des caméras dans la maison. Cuisine, salon, chambre d'Ethan, de minuscules caméras étaient cachées partout. Un officier a fait la grimace et a dit, c'est extrêmement prémédité. Celles-ci sont installées depuis au moins 6 mois. Ethan a commencé à raconter à la police les menaces et le lavage de cerveau qu'il avait subi de la part de son père. Papa a dit que maman essayait de me mettre dans un hôpital psychiatrique. Il m'a montré de faux documents. Ils avaient la signature de maman. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de protéger maman. J'ai serré mon fils dans mes bras. Tu es mon héros. À 18h15, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je suis rentré, a dit la voix de Mark. L'instant d'après, le visage de Mark est devenu livide. À l'entrée, 2 voitures de patrouille et 4 policiers l'attendaient. Mark a été menotté et emmené au poste de police. Ethan et moi avons dû les accompagner pour faire nos dépositions. Sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, Ethan serrait ma main très fort. Cette petite main était froide et tremblante. C'est bon. C'est fini maintenant, ai-je murmuré encore et encore. Mais était-ce vraiment fini ? Je ne savais pas encore à quel point la vérité qui allait être révélée serait terrifiante. Arrivés au poste de police, nous avons été conduits dans des pièces séparées. Ethan a été pris en charge par un spécialiste en psychologie de l'enfant. On m'a dit d'attendre dans une salle d'attente à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. À travers une vitre, je pouvais voir Mark se faire interroger. L'inspecteur a demandé d'une voix froide, « Pourquoi avez-vous essayé d'utiliser votre fils pour assassiner votre femme ?» Au début, Mark a pris un air confus. « C'est un malentendu. Je n'ai rien fait. Ce sont les délires de mon fils. » Les adolescents confondent parfois la réalité et la fiction. Sa comédie était parfaite. S'il n'y avait pas eu de preuves, j'aurais pu être dupé. L'inspecteur a ouvert un dossier sans expression. Je vois. Alors, comment expliquez-vous ces caméras cachées ? L'application de surveillance à distance sur votre smartphone ? Les messages de menaces envoyés au téléphone de votre fils ? Nous avons tout saisi comme preuve. Le sang a quitté le visage de Mark. Ça, eh bien,
J'en avais besoin pour le travail, pour la sécurité de la maison. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de cambriolages dans le quartier dernièrement. L'excuse était pathétique. L'inspecteur a sorti un autre document. Nous avons aussi examiné vos comptes bancaires. Il y a des traces de virements vers des sites de jeux illégaux. 4 millions de dollars au total. Et nous avons trouvé des emails de menaces de créanciers. Il disait que si vous ne payiez pas dans la semaine, il tuerait toute votre famille. Mark est resté silencieux. Il n'y avait plus d'excuses. Toutes les preuves étaient là. L'inspecteur a continué. Votre femme a une assurance vie de 2 millions de dollars. Vous en êtes le bénéficiaire. Est-ce une coïncidence? À travers la vitre, je regardais mon mari s'effondrer. L'homme avec qui j'avais vécu pendant 13 ans, le père de mon fils, la personne que j'avais aimée. Cette personne avait essayé de me tuer pour de l'argent, avait essayé d'utiliser notre fils comme un outil. Je ressentais un mélange d'incrédulité, de colère et de tristesse. Un autre inspecteur est entré avec des documents. Monsieur Sullivan, nous avons découvert quelque chose d'encore plus grave. Que aviez-vous l'intention de faire après que votre fils aurait commis le meurtre? Mark est resté silencieux. L'inspecteur a poursuivi. Nous avons trouvé un plan détaillé sur votre ordinateur. Vous alliez prétendre que votre fils avait une maladie mentale, créer de faux dossiers montrant que sa mère refusait un traitement approprié, puis faire passer cela pour un accident et toucher l'argent de l'assurance. Et de plus, l'inspecteur a fait une pause, vous aviez même prévu de mettre en scène la mort accidentelle de votre fils quelques mois plus tard. Mon cœur a failli s'arrêter. Il allait tuer Ethan aussi. Utiliser notre fils pour me tuer, puis tuer notre fils. Tout ça pour de l'argent. Pour Mark, nous n'étions pas des êtres humains. Nous n'étions que des outils. La voix de l'inspecteur est devenue dure. Vous alliez tuer votre femme, tuer votre fils, et utiliser l'argent de l'assurance et vos biens pour rembourser votre dette. Vous pensiez que c'était le plan parfait, mais il y a eu une seule erreur de calcul. Votre fils n'était pas aussi faible que vous le pensiez. Mark a finalement hoché la tête comme s'il abandonnait et a dit à voix basse, il n'y avait pas d'autre moyen de rembourser la dette de 4 millions de dollars. Les créanciers étaient sérieux. Ils ont dit qu'ils tueraient toute ma famille, alors je devais tuer ma femme. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait vous-même? A demandé l'inspecteur. Mark a répondu avec des yeux froids, si je l'avais fait directement, j'aurais été suspecté immédiatement. Mais si mon fils le faisait, je pouvais mettre ça sur le compte de la maladie mentale. C'était le plan parfait. Un enfant n'aurait pas été poursuivi au pénal. Tout aurait dû se dérouler comme prévu. Que pensiez-vous qu'il adviendrait de la vie de votre fils? Mark a répondu sans expression. Je m'en fichais. J'avais besoin d'argent. C'est tout. J'avais l'intention de me débarrasser du fil aussi, à terme. Pour le faire taire. En entendant ces mots, j'ai eu la nausée. Était-ce l'homme que j'avais aimé? Était-ce le père de mon fils? Il ressemblait à une autre personne. Non, je n'avais jamais connu le vrai Mark depuis le début. Dans la pièce voisine, Ethan témoignait devant le spécialiste en psychologie de l'enfant. Sur un moniteur, je pouvais le regarder. Ethan parlait en pleurant. Il y a environ 3 mois, papa a commencé à me dire des choses étranges. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais papa venait dans ma chambre tous les soirs et répétait les mêmes choses. Maman ne t'aime pas. Maman essaie de te mettre dans un asile. Si tu n'arrêtes pas maman, tu seras enfermé pour toujours. Ethan a continué. Je ne le croyais pas, mais papa m'a montré des documents. Un formulaire de consentement pour une hospitalisation psychiatrique. Il y avait la signature de maman. Ça ressemblait à l'écriture de maman. C'est là que j'ai eu peur. Le spécialiste a demandé doucement, et après ça? Papa a dit, poignarde maman. C'est le seul moyen. Si tu ne le fais pas, ta vie est finie. Si tu es mis dans un asile, tu n'en sortiras jamais. Chaque nuit, je faisais des cauchemars. Je rêvais que maman m'emmenait dans un asile. Ethan a essuyé ses larmes. Mais ensuite, j'ai réalisé que maman ne ferait jamais une chose pareille. Maman cuisine pour moi tous les jours. Quand je rentre de l'école, elle m'accueille toujours avec un sourire. Une maman comme ça ne m'abandonnerait jamais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de refuser l'ordre de papa et de protéger maman, de dire la vérité à maman. Devant le moniteur, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Ethan, tu es un enfant si fort. Seulement 12 ans, et pourtant si courageux, si intelligent. J'étais fier de mon fils. De retour dans la salle d'interrogatoire, Mark avait tout avoué. L'inspecteur a posé une dernière question. Avez-vous des regrets?
Marc a répondu, je regrette que le plan ait échoué. J'aurais dû être plus prudent. L'inspecteur secoua la tête de dégoût. Vous êtes le dernier des hommes. Vous avez traité votre femme comme un outil, traité votre fils comme un outil, et essayé de tuer votre fils aussi. N'avez-vous rien qui ressemble à une conscience? Marc n'a pas répondu. Il fixait simplement le mur avec des yeux vides. Marc s'est vu refuser une négociation de peine avec le procureur. Les chefs d'accusation étaient l'incitation au meurtre, la maltraitance d'enfants, le harcèlement et la tentative de fraude à l'assurance. Toutes les preuves étaient là, et un verdict de culpabilité était certain. Je ne suis pas rentré à la maison ce jour-là. Ethan et moi avons séjourné dans un hôtel organisé par la police. Tenant mon fils dans mes bras au lit, j'ai pensé, nous avons survécu. Mais comment sommes-nous censés vivre à partir de maintenant? Ethan a demandé d'une petite voix, « Maman, je suis désolé que tout ça soit arrivé à cause de moi. » J'ai caressé la tête de mon fils. « Non, Ethan, tu n'as rien fait de mal. Tu m'as protégé. Sans toi, à l'heure qu'il est, je serais. » Je n'ai pas pu continuer. « Maman, » a dit Ethan, « est-ce que ça va aller pour nous? » J'ai serré mon fils fort contre moi. « Ça va aller. Nous avons l'un l'autre. C'est ça le plus important. » 6 mois plus tard, le procès de Marc a eu lieu. La salle d'audience était comble. Ethan et moi avons témoigné à la barre en tant que victimes. Ethan, son petit corps tremblant, a témoigné d'une voix ferme. « Papa ne m'aimait pas. J'étais juste un outil. Un outil pour tuer maman. Et à la fin, j'étais aussi programmé pour être tué. Mais je savais ce qu'était le véritable amour parce que je connaissais l'amour que maman me montrait chaque jour. J'ai pu voir à travers les mensonges de papa. J'ai également témoigné. Je faisais confiance à mon mari. C'était quelqu'un avec qui j'avais vécu pendant 13 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'il essaierait d'utiliser notre fille pour me tuer. Mais mon fils m'a protégé. Un enfant de 12 ans m'a protégé du plan terrible de son père. Le jury a déclaré Marc coupable à l'unanimité. La sentence a été la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a dit d'un ton sévère, « Vous avez prétendu aimer votre famille tout en essayant de la tuer pour de l'argent. Il n'y a pas de plus grande trahison que celle-ci. » Après le verdict, Marc nous a regardés, Ethan et moi, mais nous n'avons pas croisé son regard. Il n'était plus une personne qui existait dans nos vies. 1 an plus tard, Ethan et moi avions déménagé dans une nouvelle ville. Nous avons loué une petite maison et commencé une nouvelle vie. Ethan fréquentait une nouvelle école tout en suivant une thérapie 2 fois par semaine. Au début, il était tourmenté par des cauchemars. Il se blâmait, disant que c'était de sa faute si maman avait été en danger. Mais avec le soutien de son thérapeute et le mien, Ethan s'est progressivement rétabli. Son sourire est revenu et il s'est fait des amis. Un dimanche matin, Ethan m'a demandé, « Maman, j'ai eu raison de ne pas écouter papa, n'est-ce pas ?» J'ai serré mon fils dans mes bras et j'ai répondu, « Bien sûr. Tu m'as protégé. Tu es courageux, gentil et merveilleux. Je suis fier de toi. » Pour le 14e anniversaire d'Ethan, j'ai organisé une petite fête. De nouveaux amis, son thérapeute et de gentils voisins se sont réunis. Avant de souffler les bougies sur le gâteau, Ethan m'a demandé, « Maman, nous sommes heureux, n'est-ce pas ?» J'ai souri et j'ai répondu, « Oui, nous sommes une vraie famille. » Les gens qui se protègent, s'aiment et se font confiance sont une vraie famille. Être lié uniquement par le sang ne fait pas de vous une famille. Ethan a hoché la tête. Papa était de la famille par le sang, mais il n'était pas une vraie famille. C'est vrai. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est un lien d'amour. Toi et moi nous sommes fait confiance dans les moments les plus sombres. C'est ça, le lien d'une vraie famille. J'ai entendu dire que Marc avait été agressé par d'autres détenus en prison. En tant que personne ayant maltraité un enfant, il était devenu le type de prisonnier le plus méprisé. Il a été transféré à l'isolement et passe ses journées à fixer les murs. Personne ne vient lui rendre visite. Regrette-t-il ses actes? La réponse est probablement non. Ce qu'il regrette, c'est seulement que son plan ait échoué. Ethan et moi allons de l'avant. Les blessures du passé ne disparaîtront pas. Mais nous avons l'un l'autre. Nous avons une vraie famille liée par un amour et une confiance véritable. Un soir, avant de se coucher, Ethan m'a dit, « Maman, je suis content d'avoir pu te protéger. » J'ai caressé la tête de mon fils. « Je suis contente de t'avoir aussi. Tu es le trésor le plus précieux de ma vie. » Notre nouvelle vie se poursuit, l'histoire d'une famille liée par un amour et une confiance véritable, plus fort que les liens du sang. Et je sais que peu importe les difficultés à venir,
Nous pourrons les surmonter ensemble, car telle est la force d'une vraie famille.